Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy. Alors, on commence par les questions du public. Alors, Monsieur Mehdi. Voilà. Bonsoir, voilà, je voulais vous demander. Alors, à la Motte, ils ont fait un bel aménagement sur l'usine. Donc, ils ont découvert le petit pont, et je vous signale qu'il y en avait un, le même, en dessous du pont, au-dessus du barrage au plateau d'Assy. Il y avait le même pont qui a été détruit pour faire le barrage. D'accord, dans les années 70, parce que le barrage, il est de 72. Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai été D'accord. oui. Et puis bon, alors, alors s'il reste un peu d'argent à la SM3A, s'il pouvait endiguer le non-cruit à l'autre niveau, ce serait bien. Voilà. Donc le non-cruit aussi, je vais vous en parler parce qu'au-dessus, c'est Capharnaüm. Là-haut, il y a des arbres à travers et tout ça. Moi, j'en enlève de temps en temps et tout, mais un de ces jours, je vais tomber dans l'eau et puis voilà. Ensuite, l'horaire de la déchetterie. Les horaires du bas, l'affichage du bas n'est pas le même qu'en haut. C'est-à-dire au niveau du portail et au niveau de l'accueil. Voilà, c'est pas les mêmes horaires. Alors, 2 fois, je me suis fait piéger. Bon, voilà. Bon, la présidente du CITOM prend note. Voilà. Et passera un message à son exploitant. De toute façon, tu vas revenir dessus. Ça marche pas. Ça peut marcher. Aidez. Ouais. Donc de toute façon, les horaires, à partir du 4 novembre, il y a une uniformisation avec les 3 autres déchetteries du territoire. Ce sera le même horaire en permanence. Et donc là, on est en train de refaire les panneaux. Voilà. Donc ça va, d'ici, je pense, 8 jours, tout sera en ordre. D'accord. Ouais, on va passer en horaire Et d'hiver. puis, pour l'entretien du terrain à la Ravoire, il faudrait peut-être s'en occuper. Pour le quoi? Du terrain, parce que on est bientôt au milieu des ronces, nous, hein, ça arrive tout doucement. Alors moi, je veux bien dégager, je le fais tous les années, mais ça commence à prendre des proportions, quoi, voilà. Alors je ne sais pas comment ça se passe, il y a toujours un râtelier qui est au milieu du terrain, qui n'est plus, je ne sais pas s'il s'en sert encore. Voilà, c'est tout pour voir si ne peut pas donner un coup d'épareuse au moins sur 10-15 mètres de large de chaque côté. Alors, on va remonter les questions dans le sens inverse. Donc là, c'est le terrain qui est communal, mais qui est exploité par l'agriculteur avec les chevaux, c'est ça? Ouais. Bon, je sais pas, Christelle, on a quelque chose de... Et là, il n'y a rien de fait. Il est plus occupé, le terrain? Au jour d'aujourd'hui, si le terrain il est toujours occupé, mais ces animaux sont sur une autre parcelle et il va arriver sur ces parcelles-là normalement en y mettant des moutons et des chèvres normalement. Donc c'est dans sa gestion et dans sa rotation de pâture, mais normalement il devrait le faire. Ah oui, parce que là, ça prend des gros proportions. Ah, parce que nous, bon, on met à disposition des terrains agricoles, voire on les loue, c'est pas la commune qui va les faucher quand même. Hein. Non. C'est à l'exploitant, la personne qui en profite. Donc là, s'il y a une rotation au niveau des bêtes, ça devrait suffire. Et puis les chèvres, elles aiment bien les épines. Il bien que ça ne sera pas fait. Bon. On va voir. Donc réponse pour le SM3A. Donc vous avez raison. C'est le SM3A qui s'occupe des travaux qui est en train de réaliser une plage de dépôt à la Motte, hein, une plage de dépôt de 3500-4000 m3 pour récupérer tout ce qui risque d'arriver du Nant en amont. Il y a eu un premier projet qu'on avait refusé qui était prévu en bas de l'usine et qui était pas cohérent, qui nécessitait beaucoup de travaux. Donc en fait, on s'est mis d'accord avec le SM3A là. Effectivement, en coupant les branches, on redonne un peu de lustre et de la visibilité au pont de l'époque. Donc on a parlé de la date, j'aimerais bien qu'on retrouve la date, je sais pas si on a une date précise, moi j'avais lu ça dans la littérature sur Passy, il faudrait regarder, mais c'est fin 18e, début 17, début 18 quoi. Et c'est la route officielle qui est passée là à l'époque, qui allait à Joux par là. Donc ça, normalement, fin des travaux à la fin de l'année, mais c'est pas terminé, puis il y a eu quelques soucis, ça a déstabilisé les berges et le chemin du Tovet, donc il y aura un peu une reprise par le SM3 là-dessus. Et puis, j'ai eu l'après-midi le broyage des déchets verts. Ouais. Eh ben, ils font du très bon travail. J'étais content. Ouais. Ils sont corrects et tout, vraiment bien. Ça, faut leur dire. Ça, c'est le CITOM qui a lancé cette initiative-là, et puis c'est l'entreprise Champ des Cimes qui sous-traite. Ouais, je vous remercie, je ferai passer le message à chaque Oui, ça, c'est vraiment parce un travail on a eu des super bons bien. retours Ils en sont plus, corrects. donc, Voilà. Ouais. merci, je ferai passer le message. Bon, donc un point d'attention par rapport à l'entretien, un point d'entretien sur la Ravoire, mais si les bêtes sont prévues, il faudra voir avec Christelle avance. Ça marche, merci Bernard. Ouais. D'autres questions? Monsieur Boissoff. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Vous allez avoir combien d'embauches dans votre chaudière à bois? Elle n'est pas à nous.
Non, mais il va y avoir combien d'embauches? Bah, je sais pas, les panneaux. Ben oui, C'est le CIAN. Aujourd'hui, c'est une délégation, donc c'est le vous CIAN pouvez qui. leur demander combien ça va faire On d'embauches. leur demandera, mais là, j'ai pas de réponse à vous donner pour le moment. Je sais pas, Jean, si tu as une info. En fait, il y a des rotations, c'est comme la station d'épuration. Alors c'est un contrat que le CIAN a avec une entreprise qui, d'une part, fait le clé en main du bâti et du réseau et a la gestion derrière. Donc il y a, je ne sais plus... Je crois que c'est 2 ou 3 personnes. je crois qu'il y a 3 équivalents temps plein qui tournent sur toutes les gestions de cette NGE, cette entreprise qui a pris la gestion derrière le CIAN. Alors, c'est pourquoi la question? Oui, ouais. Et après, qu'est-ce que c'est ce souk à la cascade là? C'est quoi le sous? Il y a deux parkings d'handicapés. Il faut monter sur le trottoir, passer le gazon et aller se garer là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, le Ça a été mal étudié. le chantier- Et les marches pour descendre à la cascade, un coup il y en a une qui est haute comme ça, un coup il y en a une qui est haute comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, L'handicapé va se... Ah bon, déjà, les personnes à mobilité réduite, elles n'ont pas vocation à descendre. Par contre, c'est pour ça qu'on a Ou fait les personnes âgées. Ouais, ouais. Mais on a fait des assises sur la partie haute avec des bancs qu'il n'y avait pas avant. Là, le chantier n'est pas réceptionné. Hein. Il y a encore beaucoup de réserves. Il n'est pas terminé, donc c'est long. Il y a déjà le panneau, et puis le gazon il est déjà épais. Ah ouais, bah, Comme au ça. moins le Les gazon. autres panneaux de parking handicapé, ils y sont déjà en place. Oui, mais il est pas officiellement ouvert. Si c'est le cas, c'est une erreur. Et on n'a pas réceptionné parce qu'on a beaucoup de choses à faire modifier. Et on a vu effectivement qu'il y avait un problème sur ce secteur-là. Donc c'est Jean-Yves Demelin qui suit ça avec Delphine Chatrian. Et on a des modifs à faire, notamment pour l'accès PMR. Après, c'est ce que j'ai déjà dit dans la presse. L'accès principal, pour les piétons, valide, il sera depuis le bas, du côté de l'abbé Berger. Les gens se gareront dans le centre de Chède pour suivre le cheminement. Il y en a pour 10 minutes hein, à pied pour aller du côté de la ferme Michelin jusqu'au Il n'y a cascade. pas que des sportifs, il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent voir la cascade. C'est ce que j'ai dit. Ils vont venir en voiture, il y a que 2 places de parking. Ah mais on n'allait pas faire un parking de 15 places, hein, c'est Oh clair et non, net. Avant, il y en avait combien de parkings? Il n'y avait rien, c'était inter. Non, parce que vous étiez toujours en VTT, il y avait au moins 5 places de parking sur le côté comme ça. Oui, Mais c'était rien organisé. eh oui, donc, mais c'était pas organisé, mais il y avait quand même 5 places. Mais- Maintenant, il n'y en a plus. bah, Si je peux- Vas-y, Delphine. Commissionnaire, juste, Elle est où? il y a quand même un changement de taille maintenant, c'est que le site de la cascade est un site classé, site naturel. Et les travaux de réaménagement autour de la cascade sont là d'abord en respect du site classé, du site naturel classé. Et d'où la conception de 2 places PMR. Et l'idée, c'est pas d'inciter les gens justement à y aller. Donc le passage est possible en voiture hein, jusqu'aux places PMR. Puis après, il y a tout un tracé pour la mobilité une fois qu'on descend de voiture et qui permet de rejoindre le premier belvédère. Et on a les paysagistes ont dégagé justement la vue de façon à permettre à tout le monde d'avoir une vue sur la cascade depuis cet endroit-là, avec un banc spécifiquement aménagé aussi pour PMR et puis même pour Au lieu d'avoir fait ce grand gazon qui est à l'arrière, pourquoi vous n'avez pas fait 3 places de parking? Parce qu'il y a l'accès. classe PMR et puis Moi, j'amène des gens des RL pour venir voir la cascade des anciens Chédois. c'est pour ça qu'il y a une dépose minute aussi pour accéder à ce site. Et puis la vue a été... Alors, c'est un peu ingrat parce qu'il y a un gros travail qui a été fait, mais le but du jeu, c'est que les travaux se voient le moins possible de façon à respecter le caractère naturel du site et respecter justement le site naturel, parce que désormais, c'est le site naturel. Donc, de façon à permettre à tous quand même un accès et non plus de rompre aussi avec cette consommation de drive, la façon drive. On vient en voiture, on ne sort pas de sa voiture, on fait ce qu'on veut dans sa voiture et puis accessoirement on laisse ses déchets à côté. Je pense que Monsieur Boissa, vous pourriez aisément en témoigner de ce qui se passait à la cascade avant ce réaménagement. Merci Jean-Yves. Oui, je vais faire que compléter ce que vient de dire Delphine. Donc moi, c'est pour revenir aux marches. C'est juste pour rappeler
que les travaux ont été engagés pour des raisons de sécurité qui nous avaient été rapportées par M. Boissov lui-même. Oui. Donc, il faut se rappeler que les pentes, elles étaient au-delà des 15-20% en plein automne, sans aucun emmarchement. Et lorsque il y avait les feuilles d'automne, on a eu des personnes où on pouvait glisser, et donc c'était accidentogène. Donc, des emmarchements ont été faits en respectant l'environnement et le profil du terrain. Alors, évidemment, il y a des marches qui ne sont pas toutes régulières, avec des petites hauteurs différentes, mais pour ceci dit, il y a quand même deux accès, et un qui est plus facile que l'autre, si toutefois il y avait, pour des personnes en PMR, voire même des personnes âgées, peuvent accéder facilement à la passerelle du point de vue. Ok, merci. Bon, je vous avais demandé il y a à peu près 1 an un radar pédagogique dans l'avenue du Coteau. Parce que là, maintenant, avec les touristes, pour sortir de la boulangerie, il y en a qui filent à toute vitesse. Hein. Et à quand vous aviez dit que vous alliez voir pour un radar pédagogique? Voilà, je ne me rappelle plus si on on l'a positionné ou pas, il faut que je regarde sur les rapports de la police municipale, mais ça on peut le noter. Le radar pédagogique aujourd'hui il est avenue de Chamonix. Il est sur la ligne droite à l'abbaye pour l'entrée, la pénétrante qui va sur la RN 205. Mais on pourra le poser, d'autant plus que le département a le projet de refaire des pièces de voirie qui est vraiment dégradées à cet endroit-là, prochainement. On a vu avec eux il n'y a pas très longtemps, et l'idée c'est que nous on avait un projet de tout reprendre, sauf que c'est très très onéreux et qu'on a fait déjà beaucoup de travaux d'enchette, donc ça sera pour plus tard. Mais il y a un gros ouvrage, je pense j'en avais déjà parlé ici, il y a un gros ouvrage de rétention d'eau notamment à installer qui sera probablement du côté des Pré-Maurice. Mais là il y aura une réparation temporaire par le département, mais il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Le radar pédagogique on peut tout à fait le mettre là. Bon, l'autre jour, à 50 km dans l'avenue de Chède, quand on se fait doubler par des trottinettes, il y a quelque chose qui ne va pas sur le trottoir. Ah, c'est possible. Hein? Et devant, il y a une personne âgée qui a rouspété devant le bureau de tabac. Encore une fois, la deuxième fois que je vous le dis, il y a une trottinette électrique, même les trottinettes où ils sont assis dessus, plein pot, la personne sortait du bureau de tabac. Alors mettez au moins 2 barrières pour éviter qu'il y ait une vitesse. Il y en a un là-bas. Hein, il n'y en a pas vers le bureau de tabac. Au croisement, il me semblait qu'il y en avait. Non, il n'y en a pas. Bon, après, normalement, les trottinettes électriques, leur place, c'est sur la route. Hein, ils n'ont rien à faire sur la voie verte. À partir du moment où c'est motorisé, ils ne sont pas à la bonne place. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. À quand la démolition des 5 poteaux béton dans l'avenue de Chède? Vous en avez démoli 2, il en reste encore 5. Ouais. Alors ça, c'est comme la fibre optique, ça fait partie des serpents de mer de notre pays. Donc c'est pas la commune qui gère, c'est avec le CIAN et c'est pas le CIAN qui gère, donc ça dépend du bon vouloir de nos amis d'Orange, qui étaient bien occupés jusqu'à hier avec la énorme coupure qu'il y a eu de réseau sur une bonne partie de la commune. Et il y a une partie des poteaux qui a été effacée. Au Soudan, je crois que c'est fini, on n'a plus de... Au des Soudans, il n'y a plus de réseau aérien, mais il en reste peut-être effectivement sur Aliéné. Mais ça, c'est malheureux. Il reste que les poteaux que, quand ça a été le moment de les enlever, quand l'entreprise est venue pour le CIAN de les enlever, Orange les avait resquattés et n'avait pas compris quand les gens demandaient des modifications sur le réseau d'Internet. Ils étaient repassés en aérien alors que tout est... Alors que la fibre était tirée de souterrain. Tout est en souterrain et Orange, après, réagit. Maintenant, je rejoins ce qu'il a dit M. Mehdi. Dans la partie basse du Nancruy, il y a des tas de branches, des gens qui m'ont dit posoir la question, c'est des tas de branches, il y a même des castors dedans. Oui, c'est des castors. Ouais, mais les castors, ils ont un rôle important à jouer. Après, normalement, ça dépend du secteur là, mais les berges, l'entretien des berges, il incombe au propriétaire jusqu'au milieu de l'eau. Normalement, alors Alain n'est pas là, il pourrait vous répondre. Hein. Mais c'est comme les trottoirs devant les habitations. Dans le lit du... il me semble bien, ouais. M'étonnerait. Moi, il me semble bien. Mais en tout cas, on est déjà allé voir, Bernard, il le sait. Il n'y a pas que là. Hein. En amont aussi, il y a des branches. Mais normalement, il me semble bien que les propriétaires sont tenus d'entretenir jusqu'au milieu du lit, enfin du nord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire avec ces 2 hôtels?
Ça fait un moment que c'est un sbrouf, ça ou pas? C'est un quoi? Les 2 hôtels qu'il y a là-bas, qui doivent se construire, qui sont toujours pas... Ouais. Et qui c'est qui a goudronné, qui c'est qui a amené l'eau, qui c'est qui a amené l'électricité? C'est la commune. Et qui est-ce qui va C'est encaisser? nous qu'on a payé, il n'y a toujours pas d'hôtel. Et qui c'est qui va encaisser les recettes? C'est la commune. Oui, mais ça fait combien de temps qu'ils doivent y être, les hôtels? Bah, parce que les hôtels, ils ont... on vous l'a C'était déjà votre combat pendant les élections? Non, c'était pas pendant les élections parce que c'est un projet, Monsieur Bouessoff, qu'on a sorti après et pas du tout pendant les élections. C'était pas dans le programme. Par contre, on voulait créer des lits chauds, ça c'est sûr. Et puis les hôtels, vous le savez bien, on a parlé ici. L'entreprise, l'architecte qui a fait les premiers plans a fait faillite. Il a fallu que le groupe retrouve un autre architecte. Et comme dans les plans d'architecte, il y a des droits d'auteur, vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Donc ils ont été forcés de modifier légèrement ça. Ça repasse en commission d'urbanisme, ça repasse chez les pompiers en commission de sécurité. Et c'est passé mardi 8 octobre, pour être tout à fait précis, au niveau du groupement. Toujours pour les hôtels. Non, mais, quand on suit les règles, Monsieur Bouessoff, il y a des règles dans notre pays. On suit les règles. Ça fait X temps que vous en parlez, qu'il allait y avoir des hôtels. Mais on n'en fait pas qu'en parler, c'est que nous, on a trouvé des exploitants, des gens pour les construire. Donc les hôtels, celui-ci notamment, ils attendent le résultat de la commission de sécurité. Et quand vous délivrez un permis de construire qui a un compromis de vente, il y a des conditions suspensives à la vente. Et dans les conditions suspensives à la vente, il y a notamment l'obtention du permis de construire qui lui-même est raccordé aux commissions de sécurité. Donc vous voyez que la boucle est bouclée. Donc là aujourd'hui, il y a à peu près tout de réuni pour que normalement ils puissent démarrer les travaux, enfin qu'on puisse vendre et ils démarrent les travaux. Mais nous, on a besoin pour le budget, donc rassurez-vous. Donc il y a les 2 hôtels dans les tuyaux et il y a un 3e projet qui est acté. On a la lettre d'intention du porteur de projet pour vendre un 3e terrain. Donc là, ça sera plutôt une activité sportive. Donc pareil, au prochain conseil, normalement en novembre prochain, on devrait acter au moins une vente là à ce niveau-là. Ça peut vous rassurer. Et on a d'autres propositions sur le 4e terrain, mais là, on choisit aussi en fonction de ce qu'on voulait pour cette zone. Et le parc à jeux de la Jonction? Ouais. Il y avait à un moment donné un grand panneau qui disait on va faire un projet là-dessus. Il a été enlevé et ça fait déjà 3-4 ans que ce panneau y était. Et c'en est où? Alors 3-4 ans, je pense pas. Il devait y avoir le panneau. Il devait y avoir le panneau qu'on a fait avec le CAUE pour le projet global de réaménagement de Chelles. Doit être le même qui est aujourd'hui sur la place de l'Abbé Berger. Et puis, donc pour les Jeux de la Jonction, pour répondre précisément à votre question, le conseil municipal des enfants a travaillé sur le sujet. Commence à travailler sur le sujet. Et on aimerait bien qu'en 2025, au budget, on puisse la relocaliser, parce qu'on ne veut pas la refaire à cet endroit-là. Il y avait trop de nuisances, c'était trop caché, il y avait trop de problématiques d'incivilité et de débordement avec notamment des ados. Donc l'idée que Jean a proposée, c'est de le déplacer légèrement côté cours d'école et parking. Donc c'est ce qu'on étudiera et on essaiera de faire pour 2025. Ouais, parce qu'il va falloir débroussailler tout ça. Ah oui, il n'y a pas que ça, il va falloir casser même du goudron, je pense. Voilà. Puis avant que vous posiez la question, je vais l'anticiper. Donc au niveau du secteur des nids, vous avez vu, il y a des travaux avec des pelleteuses. Donc c'est la commune, on a fait faire les travaux en régie. On fait un circuit VTT pour les jeunes et les moins jeunes, pour ceux qui veulent en profiter, qui sera en terre, donc à proximité de l'aire des jeux qu'on a créé, avec le petit stade multisport qu'on a créé en début de mandat. Donc là, il y aura un complément pour le vélo sur le même secteur, et c'est des travaux qui sont réalisés par les équipes voiries de la mairie de Passy et Sentier de montagne également. Voilà. Des questions encore? Plus de questions? Eh bien parfait, on va passer à la présentation. Je rappelle, c'est une obligation légale pour toute délégation de service public. Il y a 2 parties publiques. Le vote des tarifs, donc il faudra bien penser à nous soumettre les tarifs pour l'année prochaine, donc par le délégant, et puis la présentation donc du bilan d'activité. C'est tout bon? C'est parfait. Allez-y. Donc tout d'abord, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. Donc je suis là effectivement pour présenter le rapport d'activité de la DSP 2023 du camping des îles. Donc oui, je me présente rapidement. Je m'appelle Céline Schramm. Je suis directrice du camping des îles depuis 2 ans maintenant. Et je suis salariée de la société Homer depuis un peu plus de 3 ans et demi. On peut passer à la suite. Donc, au niveau du sommaire, on va voir aujourd'hui les informations importantes sur le camping des îles, le bilan financier et enfin le compte-rendu d'exploitation et les informations diverses
notre site. Donc au niveau de la DSP du camping des îles, on est un camping 3 étoiles. On a 3 labels à notre actif, donc le label Clé Verte qu'on a renouvelé cette année. C'est un renouvellement qu'on devait faire auprès de Clé Verte. Et on a également, on est allé plus loin dans la démarche en fait, de Clé Verte cette année en installant via la CITOM des bacs de compostage pour nos résidents et pour nos vacanciers et également des endroits de récupération de feuilles et de branches sur le site. Ensuite, on a le label qualité camping et également qualité tourisme. Donc, sur le camping des îles, on a 211 emplacements exploités à la clientèle, dont 77 emplacements, donc camping caravaning, des emplacements nus, et 128 mobilhomes, plus 5 chalets. Nous avons 8 hébergements pour le staff de l'équipe, donc 6 mobilhomes et 2 chalets. On a 2 blocs sanitaires qui sont accessibles à la clientèle. Et enfin, on a un restaurant qui est en gérance tous les ans et qui est ouvert pendant les périodes d'ouverture aux clients. Au niveau des entreprises et partenaires locaux, donc on travaille avec la SACP de Passy tous les ans. On travaille également beaucoup avec l'Office du tourisme de Passy qui fait une permanence chez nous en juillet-août. Donc, ils viennent une fois par semaine pour justement conseiller nos vacanciers sur les lieux à visiter de Passy, les balades, les activités. On travaille également avec les acteurs du parc et du lac de Passy, donc voilà, tout ce qui va être les activités sportives. Et les acteurs aussi de la station de Passy-Plaine-Joux, par exemple avec le parapente. Donc au niveau du bilan financier, donc vous avez le versus 2022 et 2023. Donc pour vous expliquer un peu les chiffres, là ce qui est bien cette année, c'est qu'en 2023, on a un peu plus de détails au niveau du chiffre d'affaires des hébergements qu'on n'avait pas en 2022. Donc là, on voit que notre chiffre d'affaires principal, c'est les mobilhomes en fait, c'est les hébergements en dur, en solide. Ensuite, donc au niveau des emplacements vides, ça va être tout ce qui va être emplacement nu, donc caravaning, tente, camping-car. Et enfin, les résidents. Donc chez nous, les résidents, c'est quand même une grosse partie de notre site. Les résidents, pour les personnes qui peuvent ne pas connaître, ce sont des propriétaires de mobilhomes qui louent en fait les emplacements sur notre site à l'année. Voilà, donc donc dans les résidents, on compte le loyer annuel, par exemple. Ensuite, au niveau du CA vente de mobilhome, eh bien en 2023, on n'a pas fait de vente de mobilhome parce qu'on était complet. Au niveau du résidentiel, on n'avait plus de mobilhome à vendre. Donc le peu qu'on a eu en chiffre d'affaires vente, c'était principalement des ventes de mobilhome de particulier en particulier et des frais de mise en place de nouveaux contrats pour ces nouveaux résidents. Et enfin, donc les autres revenus, alors ils ont vraiment bien évolué suite à mon arrivée sur site, parce qu'on a mis en place énormément de locations au niveau des barbecues, des planchas, des kits draps, donc toutes ces ventes annexes, ainsi que beaucoup de travaux aussi chez nos résidents pour justement garder un parc locatif moderne et bien entretenu. Donc on a effectué beaucoup de travaux avec les équipes techniques du site sur 2023 et on espère pouvoir continuer sur 2024. Au niveau des coûts d'exploitation, pareil, on a une forte baisse en 2023. C'est surtout du fait de la densification, donc la densification qui devait être faite en 2023 sur 16 mobilhomes qui a été finalement annulée. Donc ces frais d'exploitation ont logiquement baissé. Et enfin, donc on a les frais du siège, donc tout ce qui va être frais du personnel, les taxes, les logiciels qui coûtent cher, voilà, et les loyers. Donc au niveau de l'EPIDA, on est sur un total de 381 000 euros sur 2023. Ensuite, pour le budget 2024, donc c'est un prévisionnel. On peut passer à la slide suivante. Parfait, merci. Voilà, donc on reste à peu près sur les mêmes... on peut retourner sur l'autre. C'est tout bon. Voilà, donc au niveau de l'objectif du budget 2024, on reste à peu près sur les mêmes sommes sur les hébergements et les emplacements. On n'a pas fait de modifications significatives sur le site. Donc le CA vente mobilhome, par contre, ne sera pas atteint en 2024 du fait justement de la non-densification du site. Donc on ne fera pas de vente de mobilhome sur cette colonne. Les frais d'exploitation, pareil, on reste à peu près comme l'année passée. Et les frais du siège augmentent aussi du suite du rachat de Homer de Vacances Select, avec des frais qui sont supplémentaires, avec des nouveaux logiciels qui sont mis en place pour faciliter la gestion des sites. Excusez-moi, EPIDAR, ça veut dire quoi ?
Alors, l'EPIDAR, c'est le chiffre qu'on a en fait à la fin, sans déduire tout ce qui est impôts, taxes, amortissements et les intérêts. Voilà. C'est le chiffre d'affaires dégagé? Oui, alors, sauf en déduisant justement les impôts, les taxes, les frais, les amortissements, les intérêts. Ok. Voilà, cette somme-là, elle n'est pas affichée. Donc, au niveau des dépenses et des investissements sur 2023, donc on a eu voilà, des terrasses de mobil-home, de la rénovation, du calage aussi de mobil-home, de l'outillage divers, surtout technique, hein, pour soulager les équipes sur site, de la rénovation dans le camping. Donc, ça va être de la peinture, par exemple, d'un sanitaire. Ça va être réhabiliter un toilette qui est abîmé. Voilà. Et on a fait aussi des aménagements de tous les locaux du camping. On a réhabilité des mobil-homes, en fait, qui étaient très vétustes pour en faire des locaux pour l'espace technique et l'équipe de nettoyage du camping. Et enfin, de la plomberie, donc ce qui fait un total voilà, de CAPEX 2023 à 177 000 euros. Pour 2024, le budget donc était plus important parce que aussi, suite à mon arrivée, j'ai voulu mettre en place d'autres choses. Donc, on a fait une rénovation de voirie sur 2 km. Hein, c'est des axes secondaires où est-ce qu'il y avait énormément de trous. Donc, on a rénové la voirie. On a fait de la réparation de la chaudière. Alors, la réparation, finalement, s'est transformée en l'installation d'un adoucisseur d'eau. L'eau est très, très calcaire dans la région, on le sait tous. Et grâce à cet adoucisseur, en fait, notre chaudière, maintenant, est fonctionnelle et marche très, très bien. On a rencontré aucun problème pendant la saison. Ensuite, on a mis en place un club enfant cette année. Dans l'espace animation, en fait, on a divisé l'espace en deux et on a créé un club enfant avec mobilier et décoration. On a effectué le remplacement intégral de l'aire de jeu qui n'avait jamais été changé avant. Donc là, on a créé tout un espace en fait de jeu en bois pour les petits comme les grands. Ouais, c'est un peu comme un petit parc aventure. Ensuite, on a acheté donc une tondeuse à récupérateur de feuilles parce que notre site c'est un peu une petite forêt. De l'outillage technique, des kits batteries. Alors ça, c'est la démarche aussi clé verte, hein, de continuer à aller toujours plus loin. On a retiré tous les outillages thermiques du site pour passer sur l'électrique. Et enfin, les travaux d'aménagement et de raccordement électrique du groupe électrogène suite aux problèmes qu'on a rencontrés l'hiver dernier à cause de forts problèmes électriques. Donc, on a raccordé et aménagé un groupe électrogène pendant l'hiver. Donc, on va passer au compte-rendu d'exploitation. Donc, on va commencer par la satisfaction client. Hein. La satisfaction client, elle est au cœur des préoccupations de Toapi. On sait que c'est très, très important maintenant, la satisfaction client. Et on a plusieurs outils de mesure chez nous pour avoir des retours clientèle. Donc, tout d'abord, il y a un questionnaire satisfaction qui est envoyé à la fin du séjour à nos clients par mail. Et donc, dans ce questionnaire de satisfaction, ça englobe divers sujets. Ça va être le personnel, l'hébergement, l'accueil, le nettoyage des sanitaires. Voilà, donc là, je vous ai mis par exemple donc notre satisfaction séjour sur 2023 comparé à 2022. Donc on voit qu'on a une belle évolution de 0,5 points. Cette note, elle est sur 5, elle n'est pas sur 10. Donc on est arrivé à 3,9 sur 5 en 2023. Et en dessous, voilà, on a les hébergements en satisfaction retour de nos clients. En 2023, on a eu très très peu de retours. Alors on a beaucoup d'étrangers en clientèle et ils ont du mal à nous faire des retours sur les questionnaires de satisfaction. Voilà, mais on voit qu'on est en belle évolution et ça vient aussi du fait des travaux qu'on effectue énormément chez les résidents pour justement avoir un mobil-home sur la haute saison qui répond à la qualité attendue par les clients. Donc chez nous, en fait, le NPS est très important. Le NPS, c'est un indicateur de satisfaction client qui est utilisé par les entreprises de tous les secteurs d'activité et principalement dans l'hôtellerie de plein air. Cette note, elle va de -100 à 100. Et en fait, elle vient suite à un retour justement dans le questionnaire de satisfaction de nos clients avec une note qui va de 0 à 10. Donc les clients qui ont une note entre 0 et 6, qui mettent une note entre 0 et 6, on appelle ça des clients détracteurs. Donc c'est des clients qui ne vont pas communiquer sur notre camping ou sur la marque, qui n'ont pas été satisfaits de leur séjour. Ensuite, on a les clients donc passifs de 7 à 8 qui ont apprécié ce séjour, mais on n'est pas sûr qu'ils reviennent et que ce soit des clients fidèles. Et ensuite, on a le client prometteur donc qui a noté de 9 à 10. Et là, on sait que c'est un client qui va être fidèle et qui va revenir chaque année sur un de nos campings, une de nos marques.
Donc au niveau de la note, en 2022, on était à moins 23 en NPS, ce qui était voilà, pas une forcément... Alors on avait eu un 3,4 sur 5 en satisfaction, mais on a eu un moins 23 en NPS. Et en 2023, on a augmenté, on est passé à moins 12. Et pour vous dire, en titre d'informatif, en 2024, on vient de passer à presque 20. Donc voilà, donc le travail porte ses fruits. On évolue et on espère qu'en 2025, on tourne autour des 40. Au niveau de la satisfaction, la satisfaction de fréquentation, des statistiques. Donc, taux d'occupation par mois à gauche, tout d'abord. Donc, vous voyez que mai, juin et septembre, c'est vraiment des mois qui sont très, très calmes chez nous. Ce taux d'occupation, il va vraiment dépendre de la météo. Principalement parce que s'il fait beau, on sait qu'on aura beaucoup de clients de passage sur les emplacements nus, dans tout ce qui va être caravaning. Mais par contre, voilà, si la météo n'est pas avec nous, le taux d'occupation forcément va baisser. Et ensuite, en juillet-août, écoute, on a un camping qui est bien plein, avec 86% et 82% en 2023. Les pourcentages restants en fait, de ces deux mois, c'est les emplacements nus. On est rarement complet sur des emplacements nus. On a du mal à remplir tous les emplacements, mais par contre, l'ensemble de notre parc de mobil-home est complet juillet-août. Voilà. Ensuite, au niveau de la répartition des taux d'occupation sur la saison 2023, vous avez un camembert avec justement voilà, le pourcentage de taux d'occupation par rapport à la période d'ouverture du camping. Donc on voit bien que voilà, juillet-août, c'est une forte saison. Et puis après, mai, juin, juillet, on a beaucoup moins de taux d'occupation. Au niveau des effectifs du camping, donc le tableau à gauche, c'est des ETP, en fait, c'est nos besoins en personnel mois par mois. Donc vous voyez, quand il y a le chiffre 1, c'est une personne en direction. Quand il y a le chiffre 2, c'est 2 personnes dans chaque équipe. Donc cette année, en salarié permanent Camping des Îles, on n'a pas changé la façon de faire. On est toujours 4 salariés permanents en CDI. Donc mon poste, le poste d'adjoint qui s'est rajouté il y a environ 1 an et demi, pour venir en renfort aussi pour gérer la partie résidentielle qui demande beaucoup de travail. On a un poste de responsable technique, c'est une personne qui est là depuis 6 ans sur le camping. Et on a un poste d'agent technique polyvalent, surtout sur de l'espace vert pour l'entretien, en cours de recrutement depuis maintenant plusieurs mois. On a beaucoup de mal à trouver quelqu'un en CDI, donc on prend des CDD de remplacement. En 2023, on a 8 salariés saisonniers qui se sont rajoutés donc, à l'équipe permanente, dont 5 recrutés en local. Donc local, ça va vraiment être à moins de 15 km du camping. On privilégie toujours les personnes en local. On préfère prendre quelqu'un qui vient de Passy, de Sallanches, enfin de la région. Mais malheureusement, quand on n'a pas assez de candidatures, voilà, on fait des annonces dans toute la France. Et enfin, donc le restaurant également qui est en gérance privée, qui lui également recrute des salariés pour la saison et qui privilégie également le local en premier. Donc au niveau de la grille tarifaire, donc à votre gauche, vous avez toutes les typologies en fait de mobil-home et d'emplacement que nous avons sur le camping des Îles. Il y en a quand même plusieurs. Et ensuite, donc toute la partie orangée, c'est un prix en fait sur les mobil-homes, c'est un prix à la semaine, et sur les emplacements, c'est un prix à la journée. Ensuite, les lignes jaunes et blanches en basse saison, c'est un prix souvent à la nuitée. Voilà. Donc c'est une grille tarifaire qu'on applique, qu'on affiche au camping et qui peut forcément évoluer par rapport au taux d'occupation. Voilà, on a un service au siège qui s'appelle les revues managers qui justement modifie des tarifs selon le taux d'occupation, la demande de réservation pour s'adapter au mieux voilà, au prix aussi du marché et des campings qui sont autour de nous. Et enfin, merci de votre attention. Et puis s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait des questions dans le Jacques? Bonsoir. Je voulais savoir, parce que c'est la 3e fois que je vous vois, si les cabanes étapes ont été montées, parce que je ne les ai pas vues, et la dernière fois, vous avez dit oui. Alors, la dernière fois, on n'avait pas dit oui, on a dit ça pourrait être un projet, effectivement. Oui. Alors, des cabanes étapes, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai l'idée aussi d'une tente qui peut accueillir des cyclistes, par exemple. Sauf que cette année, on n'a pas fait d'investissement dans le site du fait de l'annulation, justement, de la densification. À la base, on privilégiait l'installation du mobil-home. Et donc, non, il n'y a pas eu d'investissement cette année sur l'installation de tentes spécifiques ou de cabanes sur les emplacements nus.
Oui, mais c'est un camping. Donc un camping, on privilégie déjà les tentes, on privilégie déjà l'environnement. Et en remplacement des 16 mobil-homes, on aurait pu mettre des cabanes étapes. Et on pourrait faire aussi un label accueil vélo. Oui, alors le label accueil vélo, il est très intéressant. J'en ai parlé à mon service au siège parce que maintenant, voilà, on dépend d'Omer, on a un gros groupe. Ce qui veut dire que quand on s'engage sur un label, voilà, il faut que tout le monde suive. Donc effectivement, c'est un label qu'on a en tête. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, la date de la fin de la DSP approche également. Et quand on investit sur des nouveaux hébergements, eh ben voilà, c'est de l'investissement, c'est de l'amortissement. Et c'est vrai que voilà, nous, alors la vente de mobil-home, voilà, on voulait la mettre en place. Mais sur les tentes, par contre, ça peut être éventuellement un projet qui peut être mis sur l'avenir, effectivement. Ouais, la réflexion sur les Ouais. logements insolites, Mm. type ce que tu évoquais là, ça fait partie des choses Ouais. qu'on a évoquées. Pour info, donc la fin de la délégation de service public, c'est octobre 2025, donc dans un an. Hein, on relancera, on verra sous quelle forme, si on relance une DSP, si on passe sur un autre type de format. Le camping a été en gestion directe pendant longtemps. La DSP, elle date de quoi? 2016? Ah, bien avant? Ouais, 2007 à peu près. Ça peut être une nouvelle DSP qu'on relancera avec un cahier des charges différent ou qui évoluera. Dans une délégation de service public, en fait, le délégant fixe un peu le cadre et les objectifs au candidat et qui investit. Donc, ça peut être le choix de dire on réserve tant de places pour l'étoile de tente, Jacques, comme tu le disais tout à l'heure, ou on passe tout en habitat en dur, ce qui n'est pas notre souhait, ou avec une part d'habitat insolite. Là, il y a des choses, donc on fera le bilan de la délégation de service public l'année prochaine. Il y a des choses qui étaient dans le cahier des charges qui ont été faites, d'autres un peu moins. Donc, ça fera partie du bilan de fin de concession. Et ça nous permettra de statuer. Mais en tout cas, voilà, ça a été évoqué. Fabrice était là, hein, il était encore au conseil, il a fait partie du groupe de travail. Et Patrick Amadei avait la même proposition. Le lobby des cyclistes est bien entendu. Oui. Ouais, des marcheurs. Alors les marcheurs, c'est vraiment du mobil-home. Pour le coup, voilà, les marcheurs, quand ils viennent faire des randonnées, ils vont très rarement en tente. Alors on a quelques jeunes sportifs vraiment qui viennent avec leur petite tente, mais qui restent qu'une nuit. Si on met en place maintenant des cottages comme vous voulez ou des tentes, on ne pourra pas faire de la location la nuitée. Ce ne serait pas possible. Donc c'est la location sur une semaine. Et là, par contre, ça va pas intéresser justement des gens qui font de la randonnée, qui font vraiment du passage site. Ils restent une nuit et puis ils partent sur une autre randonnée pour rejoindre un autre endroit. Mais effectivement, c'est une très bonne idée. Puis Camping des Îles serait un bon lieu pour mettre des hébergements insolites. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, Véronique? T'appuies 3 fois. C'est vert. Bonjour. J'ai une question. Vous disiez que les questionnaires, il y avait très peu de retours à cause des étrangers. Donc, est-ce que vos questionnaires sont mis en plusieurs langues? Parce Oui, qu'il y oui, avait oui. très peu de retours. Non, ils sont adaptés. Alors, parce qu'ils n'aiment pas trop répondre aux questionnaires. Simplement, on a beaucoup d'anglais, de néerlandais. Et ils n'ont pas trop l'habitude, en fait, chez eux, de répondre à des questionnaires. Cette année, par exemple, par contre, on a une belle évolution. On est à plus de 200 retours. Voilà, donc par rapport à 2023. Mais effectivement, le questionnaire est compliqué et en fait, il était très fastidieux. Il y avait énormément de questions, c'était long à y répondre. Et justement, cette année, ils ont travaillé justement pour le raccourcir et puis pour qu'il soit beaucoup plus interactif. Donc effectivement, je pense que les gens en fait commençaient le questionnaire mais n'allaient pas jusqu'au bout. Ok. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Attends, André Timjo. Oui, bonjour. Lors de la dernière présentation, on avait pointé l'exploitation du restaurant qui n'était pas optimale. Et je voulais savoir ce qui avait été mis en place et si vous aviez des indicateurs pour savoir si on a progressé ou pas du tout. Alors donc, en fait, la complexité du restaurant des Îles, c'est de trouver un gérant qui reste. Voilà, on a beaucoup de gérants qui viennent voilà, juste une saison et qui repartent. La difficulté numéro 2, c'est surtout d'attirer la clientèle extérieure sur le camping. Cette année, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont pu faire le tour du lac, mais on a rajouté des affichages vraiment en amont du camping pour inciter les gens à venir, en fait, à traverser le lac et à venir jusqu'au camping des Îles. Et le problème qu'on rencontre, c'est du coup l'occupation du restaurant qui est faible et donc des gérants qui finalement ne restent pas chaque année parce que justement ils ont du mal à avoir une clientèle voilà, importante
en tout cas sur les ailes de saison. En haute saison, avec notre clientèle, ça suffit largement pour la gérance. Mais par contre, en basse saison, pour attirer plus de locaux, on rencontre vraiment des réelles difficultés. Oui, mais il y a quelques années, les gérants qui étaient aux manettes au restaurant, eh bien, avaient réussi à avoir une clientèle locale qui leur permettait de travailler toute la saison. Et il semblerait que le nécessaire n'est pas fait aujourd'hui pour retrouver cette clientèle locale, quoi, pour attirer cette clientèle. Alors après, nous, on communique sur les réseaux sociaux au maximum. On est aussi également, on diffuse à l'Office du tourisme de Passy la présence d'un restaurant sur le camping. Et en plus, on met en place des affichages. Comme on a dit cette année, vraiment, on a un peu développé en mettant un affichage en amont du camping pour inciter les gens à venir jusqu'au bout du lac et au restaurant. Mais effectivement, on n'arrive pas à attraper cette clientèle locale malgré ce qu'on peut mettre en place en diffusion, en communication. Faire des soirées spéciales, voilà, par exemple avec un plat qui est proposé, un plat du jour aussi. On voulait accueillir des clientèles d'entreprise, des ouvriers aussi qui pourraient travailler dans le secteur, et malheureusement ça ne prend pas. Voilà. Fabrice. 5 mois par an sur le tableau, mais est-ce que c'est ouvert aussi l'hiver? On est ouvert du 3 mai au 8 septembre. À la clientèle. Et ensuite, au résidentiel, on est ouvert 10 mois sur 12. Donc, à partir du 3 décembre jusqu'à généralement début octobre. Voilà, 3-4 octobre, on ferme le site entièrement. Ce qui veut dire qu'octobre-novembre, il n'y a personne sur site, mis à part moi et mes salariés qui habitons à l'année. Mais sinon, voilà, le octobre-novembre, personne. Décembre, octobre, début octobre, résident. Et mai, septembre, client. Voilà. Bon, moi je vais effectivement, ce que disait André, c'est qu'à l'époque il y avait une gérance sur ce restaurant qui fonctionnait bien, qui était stable sur plusieurs années, ça fonctionnait. Donc c'est toujours pareil dans le commerce, quand le produit est bon, les gens viennent, même s'il n'est pas forcément bien placé, même s'il n'est pas méga accessible. On a plusieurs exemples, donc c'est vrai que c'est difficile de trouver un ou une bonne gérance, on est d'accord. Et je pense que là, voilà, c'est quand même en termes de recrutement, c'est peut-être aussi à vous de faire le nécessaire. J'ai pas vu passer le chiffre d'affaires du restaurant dans le rapport là. On l'a pas. C'est au choix du gérant de communiquer ou pas ces chiffres. Parce que c'est qu'une location vous pratiquez. C'est ça. Mais le gérant a le droit de ne pas communiquer. Cette année, nous n'avons pas eu son chiffre d'affaires. Après, effectivement, le recrutement est difficile pour des gérants. Alors cette dame, effectivement, moi j'ai eu des super retours. Alors, quand je suis arrivée, elle était déjà plus là. Mais justement, le fait qu'elle est restée plusieurs années, c'est ce que je dis, c'est ça la problématique d'avoir un gérant qui reste longtemps. Parce que pour fidéliser un client, c'est pas juste en 4 mois qu'on peut fidéliser un client qui va revenir plusieurs fois dans l'année. Et c'est ça notre problème, c'est que les gérants ne restent pas. Et le problème, c'est que forcément, ils vont pas investir en ne restant pas. Et donc voilà, c'est notre difficulté aujourd'hui. Cette année, on va faire un peu différemment. On va passer par une société qui fait des recrutements de gérance, justement, grâce à Omer. Donc on espère avoir, ça sera des gens qui sont recrutés par une société, qui passeront un vrai entretien d'embauche avec des gens qui ont de l'expérience dans la gérance, et on espère que cette année on aura quelqu'un qui saura gérer ce camping et surtout y rester. Mais vous leur avez posé la question, pourquoi ils ne restent pas? Oui, bien sûr, on sait pourquoi. Oui, c'est le taux d'occupation, il n'y a pas assez de clients. Sur les ailes de saison. Sur les ailes de saison, le problème, c'est que mai-juin, comme je l'ai dit, cette année, par exemple, on a eu énormément de pluie, de l'orage. On a eu très peu de clients avant le 15 juillet, du fait de la météo. On a eu des annulations aussi de plusieurs compétitions sportives, donc des personnes qui n'ont pas pu venir sur site. Et donc, forcément, ça a pénalisé le restaurant. Oui, mais il y a des restaurants à proximité sur le bord du lac qui, eux, font le plein, alors qu'eux n'ont pas de salle pour accueillir à l'intérieur, alors que le restaurant... nous non plus, on n'a pas de salle pour accueillir. Il y a quand même une petite salle où on peut accueillir... 20 personnes Oui, 20 personnes. Oui, mais la chance de la gérance qui est au bord du lac, c'est qu'ils se voient, ils sont au bord du lac. Il n'y a pas de parking entre le lac et le camping. Ce parking-là cache le restaurant.
Ce qui veut dire que les gens, en fait, ils ne savent pas qu'au bout du lac, il y a un restaurant avec un camping. Ils vont pas venir d'eux-mêmes. Alors que quand on fait le tour du lac de Passy, on passe devant le restaurant, forcément, on va le voir. Qu'on soit au bout du lac, des deux côtés, le restaurant et la buvette également, hein, qui est près de l'acrobranche, est visible. Chez nous, on est caché. Si les gens ne savent pas qu'au bout du lac, il y a un restaurant et un camping, ils ne savent pas. Enfin, les passerands le savent. Et Oui. moi, je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison. Ce qui a été dit, si c'est attractif, les gens viennent, il n'y a pas de problème. Après, nous, on est plutôt un snacking, hein. Quand on dit restaurant, attention, on est un snacking. On a une cuisine qui ne permet pas aujourd'hui de faire de la restauration comme un vrai restaurant. On reste, voilà, on est sous l'appellation restaurant parce qu'on propose des plats du jour, mais on est sur du snacking. On est sur de la pizza, sur des frites, sur des choses simples. Voilà, aussi. Donc forcément, le client, s'il attend, lui, d'avoir un restaurant avec des plats, avec de la viande, avec des légumes, chez nous, c'est pas chez nous qu'il va aller. Ça, c'est certain. Et c'était le cas avant. Ok, merci André. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a un conseil municipal assez conséquent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc voilà, on compte sur vous pour le vote des tarifs. Hein, donc là, il faudra prévoir ça pour le début d'année prochaine. Et puis sur le fait que vous ayez les équipes, alors il y a eu pas mal de changements d'enseigne, hein, comme vous le rappeliez tout à l'heure, mais donc on compte sur le groupe maintenant pour faire le nécessaire, qu'on n'ait pas à réclamer les déclarations de chiffre d'affaires comme c'était trop souvent le cas. D'accord? Il n'y a pas de problème. Merci à vous en tout cas. Ok, merci. Alors, on va commencer officiellement. Il est 19h50, donc je déclare l'ouverture du conseil municipal. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, donc j'atteste que les documents relatifs au conseil municipal ont été envoyés dans les délais légaux. Au nom du conseil municipal, je voulais présenter nos condoléances à plusieurs familles. Donc les avis parus dans la presse au mois d'octobre de Pauline Logier, de Simon Favre-Petit-Mermet, de Guy Baudier, qui était porte-drapeau, qui était toujours présent à nos côtés pour les différentes cérémonies officielles. Juan Guerra, Serge Petitjean, dont l'épouse a été longtemps conseillère municipale auprès d'Alain Roger. Joël Le Tertre, Francesco Merotto récemment. Et puis, au niveau des naissances, alors, toujours pareil, retour avec les autorisations des parents. Au mois de septembre, on a eu Liv Vicky, Loane Omnes, Ambre Soudan, un petit coucou à ses parents, à Nicolas, Lynn Marion et Mathis Pichon Magnussen. T'es pas encore grand-père? Le secrétaire de séance désigné volontaire, c'est Jean Fontaine, qui sera là demain à la première heure pour signer les délibérations. Et puis, je vais faire l'appel des élus. Donc, il y en a deux qui sont pas là, qui sont un peu mélangés les pinceaux. Donc, Christelle Rébet, Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain Roger, absent de ne pouvoir, me donne pouvoir, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, Delphine Chatrian, Clément Valentin donne pouvoir à Bruno Valentin, Vanessa Tournier, André Timjot, on a vu, il était présent, Jean-Pierre Morin, Aurélie Le Navenant, Rémi Klein, donc Rémi, on va lui tirer les oreilles parce qu'il n'a pas donné de pouvoir et il n'est pas là, absent. Aurélie Le Navenant, donc absente excusée, donne pouvoir à Delphine Chatrian, Maurice Sadzo, qui devait être là mais je ne l'ai pas vu arriver, donc je ne sais pas ce qui se passe, donc absent. Céline Sécoli, Gaël Armand donne pouvoir, absent excusé, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin, Anne-Marie Fontaine, Patrick Amadei, absent, donne pouvoir à Rémi Klein. Ah, les deux sportifs, là, ils sont en manque d'oxygène. Véronique Vizet, Ludovic Pichon, Liliane Duval, donc absente excusée, elle donne pouvoir à René Traché-Giquel. Taoufik Douce donne pouvoir à Annette Bordon. Lisa Grosset donne pouvoir à Jean Fontaine. René Traché-Giquel, Bruno Valentin, Fabrice Papet, Patrice Atruse, Marie-Charlotte Aubry et Jacques Sartelet. Marie-Charlotte, elle donne pouvoir à Jacques Sartelet. Et excusez-moi.
Allez, ça marche. On va commencer. Alors, première délibération concernant le compte-rendu du conseil municipal du 26 septembre. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des modifications? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votées à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Elle concerne, donc, suite à plusieurs démissions, celle de Ludwig Bianchine au mois de juillet, celle de Fabrice Dugerdil le 21 septembre. Donc, on a deux nouveaux conseillers municipaux, une nouvelle conseillère municipale qui a rejoint l'équipe majoritaire, vu qu'il n'y a plus de noms à proposer au niveau de l'équipe de l'opposition. Donc, Pauline Thiriaz rejoint les commissions Solidarité et Finances et Sport, Éducation, Jeunesse. C'est bien ça, Pauline? Et Jacques Sartelet, pardon? Et Jacques Sartelet, donc, il profite d'une place vacante pour rejoindre la commission aménagement du territoire qui était occupée par Fabrice Dugerdil. Et puis économie tourisme, Jacques, c'est ça? En plus, voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des oublis? On peut modifier en séance? Non, c'est tout bon. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces deux nouvelles entrées? Des abstentions? Abstention, non, c'est bon? Pas d'opposition, votez l'unanimité, merci. On passe à la délibération numéro 3 qui concerne donc le fonds Herbois. Alors attention parce que c'est un peu compliqué. Rappel, donc on s'était engagé pendant notre campagne électorale, et c'est ce qu'on a fait dès notre élection en juillet 2020, à augmenter sensiblement le fonds Herbois. Alors le fonds Herbois, c'est un ensemble d'aides qui sont centralisées par le SM3A, qui est le syndicat mixte des aménagements de l'Arve et de ses abords, qui concerne l'ensemble des 5 intercommunalités du plan de protection de l'atmosphère. Donc jusque-là, c'était une aide de 2 000 € forfaitaire, quels que soient les revenus des habitants, qui étaient alloués. Dès notre élection, on a souhaité aller plus loin et proposer jusqu'à un doublement de cette aide de 2 000 €, mais en la conditionnant en revenus. Donc c'est le tableau que vous pouvez voir apparaître. On a utilisé le quotient familial. Ceux qui gagnent beaucoup, ils ont droit à une aide de 500 €. Ceux qui gagnent un peu moins, ils ont droit à une aide de 1 000 €. Ceux qui gagnent entre 800 et 1 220 € par habitant et par tête, attention, par mois, c'est 1 500 €. Et puis ceux qui ont un revenu inférieur, c'est 2 000 €. Donc ça, c'est le dispositif qui est en vigueur sur Passy. Dans le cadre du fonds Herbois, les crédits qui étaient prévus pour l'année 2023, crédits qui sont financés par l'ensemble des 5 intercommunalités, l'État via l'ADEME et le département et la région Auvergne-Rhône-Alpes n'étaient pas totalement consommés. Donc ce qu'on a décidé avec les élus du PPA, et monsieur le préfet, c'est de donner un coup de pouce supplémentaire aux foyers modestes, c'est-à-dire les personnes qui gagnent moins de 26 000 € par couple par an, en proposant un doublement de l'aide. Et ce doublement de l'aide, il est valable pour les 100 premiers foyers qui postuleront. Donc, ça signifie qu'à Passy, au final, on peut bénéficier, si on est un foyer modeste, des 2 000 € d'aide de base du fonds Herbois, de l'aide de la commune que j'ai édictée tout à l'heure en fonction des revenus, plus le coup de pouce supplémentaire du SM3A de 2 000 € pour les foyers modestes, je le rappelle. Donc, tout ça mis à bout ne doit pas dépasser 80% du total de l'investissement. C'est une règle en comptabilité publique. On ne peut pas subventionner plus de 80% d'un investissement. Donc, c'est ce qu'on vous propose de voter ce soir. C'est l'approbation de ce coup de pouce pour les foyers modestes, alors qui est déjà en vigueur et qui devrait s'arrêter théoriquement au 31 décembre 2024. Mais je pense que si on a un bureau du PPA bientôt, si on a encore des crédits dispo, je pense qu'on prolongera l'aide. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les foyers qui ont le plus besoin, parce qu'on sait que c'est un public qui est difficile à toucher. On sait que c'est des montants qui sont importants pour changer convertir les foyers, soit les foyers ouverts, soit les anciens poêles qui datent d'avant 2004, et donc qui sont éligibles au fonds Herbois. Et on sait que c'est pas forcément une population qui est réceptive ou qui a les moyens de mettre des sommes d'entre 5 et 6 000 €, ce qui peut bien se comprendre. Voilà. Donc là, avec ce coup de pouce supplémentaire, ça permet quand même d'aller vers un investissement et une aide très très importante. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris? Je vais poser des questions. Delphine Chatrian. Tu faisais les calculs, là, c'est ça que tu faisais?
Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voté à l'unanimité. Délibération numéro 4, c'est des règles de comptabilité publique, les créances qu'on ne peut pas recouvrer. Donc là, on vous propose sur le budget principal une créance irrecouvrable de 937,97 €. Donc là, les services du Trésor public nous ont demandé de les passer. Donc c'est de l'argent qu'on ne pourra jamais récupérer dans les comptes ni de la mairie ni du Trésor public. Opération classique et régulière. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça tombe bien, j'ai rien à vous dire de plus. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Voté à l'unanimité. Alors, délibération numéro 5, donc je les prends parce que Alain est absent. Il s'agit des délibérations, des décisions modificatives au budget, aux différents budgets. Donc on va commencer par une première sur le budget principal. Vous voyez, on a les emplois, les recettes et les dépenses. Donc je vais vous donner un petit peu le détail. Donc là, pour la partie fonctionnement du budget principal, les 2760 € concernent une régularisation des crédits, notamment pour financer la maintenance, la mise à jour d'un logiciel. 5180 €, donc tout ça, c'est des dépenses supplémentaires. Ça concerne des remboursements de frais de déplacement des agents qui sont partis notamment en formation. Le 50 000 €, c'est un peu une réserve pour tous les services pour la fin de l'année en termes de consommation. 605 €, c'est des intérêts qui sont alloués au budget 2025, mais qui seront que payés en 2024, pardon, mais qui seront payés en 2025. Les 5500 €, c'est la maintenance du mur d'escalade. Les 100 000 €, donc c'est pour ajuster le budget pour la masse salariale globale de la commune. On sait qu'on était un peu juste en début de budget, donc on savait qu'on remettrait une enveloppe, donc c'est ce qui a été fait, avec l'évolution des glissements indiciaires, du glissement vieillesse GVT, glissement vieillesse, je ne sais plus ce que c'est, GVT, ça me reviendra, c'est pas grave. Donc ça, c'est l'évolution des points d'indice et de l'évolution des carrières. On a 25 000 € d'amortissement, donc vous savez qu'on a changé de règle comptable. Désormais, les collectivités, elles amortissent pro rata temporis comme les entreprises, c'est-à-dire dès l'achat, dès l'investissement. Avant, il y avait un petit décalage. Donc, c'est un ajustement, une écriture de régularisation par rapport à ça. 17 400, c'est par rapport aux indemnités qu'on va verser pour l'investissement sur les chalets de Barmu concernés par les travaux de piste. Vous avez pu voir qu'on a fait quand même pas mal de choses là-haut. On va modifier le chemin. Voilà, on avait négocié, ça vous a été présenté en conseil municipal, une compensation sur l'amélioration. Donc, c'est une subvention qu'on versera aux propriétaires. Donc là, on ajuste, c'est notamment pour les panneaux solaires sur le bâtiment. Les 20 000 €, c'est complément pour le fonds Airbois. Donc, c'est ce que je viens de présenter pour la fin de l'année. On a 1 000 € de subvention exceptionnelle pour les loups folatons. On en parlera tout à l'heure. Et puis après, en recette, on a des produits exceptionnels sur des rattachements qui n'ont pas été opérés. Alors ça, c'est des écritures comptables, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est des dépenses qui étaient prévues mais qui n'ont pas eu lieu, et donc sur le budget 2023 et qu'on régularise sur le budget 2024. Voilà. Pareil, est-ce que vous avez des questions? Mais j'ai voulu vous donner toutes les explications par rapport aux lignes, c'est un peu plus lisible. Donc ça nous donne donc une augmentation, donc en équilibre bien entendu, une dépense de 227 540 €, en face de laquelle on met une recette supplémentaire. Donc les produits divers, c'est ce que je vous disais, c'était 227 000, c'est l'annulation des rattachements 2023. Notamment, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas là-dessus. Je continue sur l'investissement au niveau du budget principal. Donc là, on a 25 530 € en augmentation de dépenses. La majeure partie, c'est 14 900 €, qui est le remboursement de la taxe d'aménagement suite à des annulations de permis de construire. Vous savez, quand vous déposez un permis de construire, il y a un premier versement d'une taxe qui s'appelle la taxe d'aménagement, et le solde se fait après la réception, la déclaration de conformité des travaux. Donc voilà, il y a des permis qui ont été annulés. Donc c'est des sommes qui avaient été avancées à la mairie et que l'on rembourse parce qu'il n'y a plus lieu d'avoir sur ces permis de construire-là. Une dépense de 10 395 € sur des écritures, un jeu d'écriture sur des subventions qui étaient prévues en 2023. Et puis 25 000 €, donc de l'autre côté, en augmentation de recettes sur les amortissements, dont je vous parlais tout à l'heure, pro rata temporis, pareil, sur des investissements. 530 € pour les amendes de police, donc vous voyez que ce n'est pas des montants énormes
par rapport à ce que certains peuvent dire. Donc, ce qui permet d'équilibrer les recettes à 25 530 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue sur le budget de Plainjoux, budget annexe de Plainjoux. Alors, là, pareil, on a encore un jeu sur... Pardon? Tu fais voter à la fin? Ah mais je suis déjà sauté une délibération, t'as raison. Non. Non, le budget principal, pardon. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le budget principal ou des questions? Je vois Jacques, non? Bon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Non. Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité sur cette DM numéro 1 concernant le budget principal. Décision modificative sur le budget annexe de Plainjoux. Merci Christelle pour ta vigilance. C'est bien, tu suis toi. C'est Belguine qui suit. C'est Belguine qui suit? C'est bien ma petite Belguine. Donc, Plainjoux, budget annexe, là, de la même manière, on a une régularisation au niveau des écritures sur les amortissements qui sont prorata temporis par rapport aux subventions, notamment concernant le télésiège. Et puis, en recette, c'est un virement donc, de la section à l'investissement. Donc, il s'équilibre à 44 920 euros. Donc, ça, c'était sur le fonctionnement. Investissement, on va retrouver le virement de la section de fonctionnement à l'investissement de 44 920 euros. On a les amortissements pour 15 800 euros en termes de dépenses, 29 000 sur les subventions qui ont été allouées par le département, et puis 3 000 euros de travaux d'entretien qui étaient prévus également. Et puis là, on a une augmentation de la dépense du logiciel de supervision des ventes de forfaits sur Internet qui augmente de 3 000 euros. Donc ça nous permet de ne pas équilibrer la dépense. Je vois, il y a un déficit. Si. Ah bon? Vous êtes à combien, vous? 47 900. Ah oui, exact. Et ça fait le bon compte. J'ai rien dit. Je me suis enflammé, donc c'est bien ça. Plainjoux, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votez de l'unanimité. Merci. On passe au budget annexe de l'assainissement. De la même manière, donc là, on a une diminution des dépenses de 1 390 euros, une augmentation de 5 623 et des recettes, donc ça nous permet d'équilibrer tout ça. Augmentation des recettes de 4 233. Donc il y a des intérêts pour la première ligne sur 1 792 euros, intérêts courus non échus, donc des intérêts 2024 qui seront payés en 2025. 3 831 de dépenses, qui est une redevance sur assainissement que la commune donc paye à l'agence de l'eau. Les 1 390 euros qui viennent en diminution, c'est la part du remboursement des frais de personnel sur le budget eau qui était prévu. On a une recette exceptionnelle de 2 333 euros sur les rattachements, donc même mécanique que tout à l'heure, des rattachements de 2023 qui n'ont pas été consommés, entre guillemets. Et puis, on a 1 900 euros, contrôle d'assainissement abonné, une augmentation de 1 900 euros sur ce poste-là. Pas grand-chose sur le budget assainissement. Et puis, est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, j'ai fini là-dessus. Est-ce qu'il y a des oppositions là-dessus? Abstention? Votez l'unanimité. Et je finis avec le budget annexe de l'eau. Donc, 109 euros, ça va aller loin. Donc, c'est d'une part la redevance en termes d'augmentation. Pareil, redevance que l'on paye à l'agence, la redevance eau à l'agence de l'eau. Et donc, équilibré avec une recette exceptionnelle sur des soldes de rattachement de 2023. Voilà, j'espère que j'ai été complet. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votez l'unanimité. Je vous remercie. C'est fini pour les décisions modificatives et on va passer donc à la subvention exceptionnelle pour les loups-folatons. Delphine. C'est une surprise, ça. Oui, alors la délibération concerne effectivement, donc c'est une subvention exceptionnelle au groupe folklorique Loups-Folatons et c'est en lien avec le groupe de Pfullingen qui fête ses 70 ans. Et donc voilà, c'est pour aider l'association en frais de déplacement et d'hébergement, voilà, ce qui n'avait pas été nécessairement bien budgété au moment où la demande de subvention avait été faite. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non? Votez à l'unanimité. Merci.
Merci Delphine. Allez, on passe à l'aménagement du territoire avec une acquisition. Oui. Bonsoir. Donc, on passe à de l'achat de parcelles. Donc, Madame Odigier Colette qui cède à la commune une parcelle qui fait 424 mètres carrés. Vous la visualisez, elle se trouve vers la centrale hydroélectrique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons l'acquérir. Et ce, à un prix de 2 euros le mètre carré, ce qui fait un montant pour la commune de 848 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Elle est assez simple, je pense. Allez, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Juste un complément. En fait, quand j'ai signé l'acquisition d'autres parcelles avec Madame Laura, c'est Lorato, ouais, Odigier, Madame Odigier. En fait, on s'est rendu compte chez le notaire, elle s'est rendu compte qu'il restait une parcelle. Donc, elle nous a proposé de l'acquérir. C'est pour ça qu'on le met ici. Voilà, donc on la remercie. Le site classé de la Cascade, parce qu'il y a notamment la centrale. Effectivement. Monsieur Boissoff est parti, mais il y a le site classé naturel de France. Voilà. Effectivement, on a déterminé un périmètre et on a fait une proposition d'acquisition à tous les propriétaires de toutes les parcelles concernées par ce périmètre. Alors, on passe à la délibération numéro 11, acquisition de la parcelle de Consort Myoton. On est passé au vote. Hein. Donc, les Consort Myoton nous céderaient une parcelle de 186 mètres carrés pour un montant de 80 centimes le mètre carré, ce qui ferait 148,80 €. Pareil, c'est une parcelle qui se situe à proximité de la centrale et par contre, on n'est pas... On est sur le périmètre aussi? Non, c'est plus haut, c'est sur la conduite forcée. Moi, c'est bien ce qui me semblait, elle était plus éloignée. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la commune acquiert cette parcelle pour 148,80 €, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Non. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité. Bon, ça va, on ne s'est pas ruiné. Allez, acquisition de 11 parcelles. Par contre, là, de Madame Cotin, qui se trouve au Châtelard. Vous avez peut-être la carte. Donc là, 11 parcelles, ça représente 13 287 mètres carrés pour un prix au mètre carré de 80 centimes, ce qui ferait 10 629,60 €. Donc là, c'est pour maîtriser la forêt de protection proche de la RN 205. Et voilà, vous avez le détail de toutes les parcelles, de leur surface. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Pardon, je réponds pas. Non, pas de questions, c'est bon? Alors, qui vote contre? Ouais, ils ont peur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci beaucoup. En plus, ce site, il a une valeur archéologique importante. Hein. Le site des Gurs, c'est quelque chose qu'on travaillera prochainement. Mais il est déjà assez joli à visiter, il est accessible. Il y a une vraie valeur archéologique sur ce site, donc c'est plutôt bien. Alors là, on va passer à une convention avec EDF pour les autoriser à réaliser des aménagements pour, donc pour le passage de loutre et de castor et réaliser donc des travaux. Ils se sont trompés de ruisseau. C'était par rapport à l'intervention de Monsieur Boissoff, effectivement. Non, ils sont du côté de l'aménagement hydroélectrique de l'abbaye. Donc c'est EDF qui exploite grâce à un arrêté préfectoral qui date de 1987. Mais depuis un arrêté de 2022, ils ont une obligation de faire des aménagements par rapport à l'environnement. Donc EDF doit mettre en place des mesures pour la préservation de certaines espèces qui sont la loutre d'Europe et le castor au plus tard en août 2025. En fait, cette convention permet d'acter les travaux que vous avez sur le plan. Il y a un aménagement de cheminement en quadrillé violet là,
pour les castors, et donc les loutres et les castors, et un aménagement en bleu sur l'amélioration du franchissement des obstacles qui se fera en bois naturellement imputrescible et non traité. Désolée, j'ai loupé la, Non, la blague. Il y a notre vétérinaire elle cherche Vous des voulez nouveaux faire- patients, non? Non, je pensais que faire de la rando. Non, pas encore, mais on va essayer de les éduquer pour la rando. Non, c'est vrai qu'il y a un sacré linéaire quand même. Ouais. Donc voilà, en C'est fait, la mascotte de la soirée, le castor. Oui, exactement. Toi, Bernard, il n'y a pas que dans le Nancruy. Hein, on fait des aménagements. Donc c'est une convention à titre gratuit pour autoriser le EDF à réaliser ces travaux. Est-ce que vous avez des questions sur ces aménagements où je peux pas vous répondre en fait? Comme monsieur. Mais t'as été complète? Non, j'ai pas de. C'est rive gauche. Voilà, c'est ah oui, il y a Amont et ouais. C'est rive gauche. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Allez, encore une servitude, t'aimes bien. Donc, Alors, une GRDF, là, on est sur Tout le à gaz. fait. Donc, une servitude pour permettre en fait à GRDF d'accéder à sa canalisation qui est matérialisée sur l'autre plan en fait. Donc là, vous avez les parcelles qui sont concernées par la servitude. Et en dessous, vous avez le passage du réseau de GRDF. Donc, en fait, c'est pour permettre à leurs techniciens d'intervenir sur leur réseau pour l'entretien courant ou en cas de casse ou de travaux à réaliser sur leur réseau. C'est une convention de servitude classico-classique on n'a pas de... C'est à titre gratuit, si ma mémoire est bonne. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est sur 2 mètres de large de bande par rapport à la canalisation et 40 cm de profondeur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention de servitude? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Belguine. Je pense que c'est pour alimenter le réseau de chaleur, non, Jean? Non, le gaz. Le gaz, là? Non, c'est à travers. Non, mais la chaufferie gaz? Bah oui, je pense, parce que ça correspond aux parcelles. Ça correspond sûrement à ces parcelles. Allez, donc convention au profit du CIAN, justement. Donc CIAN, pour le déploiement de la fibre, comme chaque fois que le CIAN intervient, cette fois-ci c'est pour 2 conventions pour la fibre dans le secteur du parking de la plage au plan d'eau à la Cavette. 2 conventions parce qu'il y a 2 numéros de parcelles, donc voilà, c'est classique. Donc il passe, vous avez un plan où on voit le tracé. Nous avons recommandé de faire attention et d'avoir de la précision dans le tracé parce que sur ces parkings, nous allons installer prochainement des ombrières photovoltaïques, donc pour que le réseau passe à côté des fondations de ces ombrières. Voilà. Tout à fait classique, comme à chaque fois, avec le CIAN. Y a-t-il des questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Il y a une demande de subvention concernant les acquisitions de terrains agricoles qu'on a passé le mois dernier, Oui, Christelle. on les a passés effectivement le 29 septembre. C'est des terrains qu'on a achetés dans la plaine du Mont-Blanc au consort Moran. Et donc, comme on a déjà fait, on fait une demande d'aide financière au conseil départemental de la Haute-Savoie au titre du conservatoire des terres agricoles. Donc, le montant, en fait, donc on a acheté les terrains pour 14 705 €. Et donc, on fait une demande à 29 410 € pour 14 705 mètres carrés. Tu suis vraiment aujourd'hui, Belguine. Et donc, on peut faire une demande d'aide pour 60% du prix d'acquisition, soit 17 646 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci Christelle. Allez, André. Alors, c'est une demande récurrente, comme chaque année. L'avis du conseil est demandé
pour l'ouverture dominicale des commerces de détail de la commune de Passy. Je rappelle que ce nombre de dimanches ne peut excéder 12 et que s'il excède 5, l'avis de la communauté de communes est demandé. Alors, on n'aura pas cette année à demander l'avis de la communauté de communes. Je rappelle que l'année dernière, il y avait 7 dimanches qui avaient été demandés. Et cette année, ça a été réduit à 3 dimanches. Et ces 3 dimanches sont les 14, 21 et 28 décembre 2025. Est-ce que vous avez des questions? Jacques? Oui, oui. On t'attendait, vas-y. Ah, quand même. Bon, ayant toujours voté contre les dimanches, je ne peux être satisfait de constater une diminution dans le nombre d'ouvertures, ce qui permet un meilleur équilibre entre vie de famille et professionnelle. Voilà. Tu vois, ça s'améliore, donc on va peut-être y arriver à un moment. Alors, Okay. qui est contre? Qui s'abstient? Alors, accepté à l'unanimité. Eh ben oui. Ok, ça marche, merci. Allez, Jean-Yves, on va passer, je sais pas parce que c'est toi, mais on va parler de prévoyance. Oui. Donc, délibération relative à l'adhésion. Excuse-moi. Tous, j'ai fait pas exprès. C'est prévoyance maladie, c'est pour toi. Hein. À la convention de participation prévoyance proposée par le Centre de gestion de Haute-Savoie, le CDG 74. Donc, je fais juste un rappel de la garantie prévoyance. C'est ce qui permet de maintenir le salaire d'un agent lorsqu'il est en cas de maladie. Jusqu'à ce jour, enfin, un agent en maladie perçoit ses 3 premiers mois complets de traitement et ensuite il passe à demi-traitement les 9 mois suivants. Donc cette prévoyance permettra de combler le demi-traitement pendant 9 mois. Donc, suite au texte en vigueur, la collectivité doit dénoncer au 31 décembre son contrat actuel garantie prévoyance pour le maintien du salaire auprès de la MGP Intis. Donc, au 1er janvier 2025, la collectivité devra participer à ce risque à hauteur minima de 7 € par agent et mensuellement. Donc, 2 solutions s'offrent à la collectivité, soit opter pour la labellisation. Donc, la labellisation, c'est une recherche personnelle d'un agent sur une liste de mutuelles qui a été labellisée par les services de l'État. Dans ce cas, l'employeur verse une participation aux agents qui ont adhéré à l'une de ces mutuelles labellisées. Soit, pour la convention de participation, associée à un contrat collectif d'assurance conclu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, qu'on peut assimiler un peu comme un groupement de commandes, en fait, fait par le CDG 74. Alors, peut-être préciser le CDG, Jean-Yves. Oui, mais je n'ai pas fini. CDG, je l'ai précisé ce que c'était, juste avant. Non. Peut-être dit le CDG 74, ouais, mais peut-être le redire à ceux qui ne connaissent pas. J'y reviens. Bon, donc c'est le centre de gestion. J'ai proposé par le centre de gestion de Haute-Savoie, CDG 74, en titre. Ah, en titre. Ça se rebelle, ça se rebelle. Je précise. J'ai perdu le fil. Donc, il est proposé d'adhérer dès le 1er janvier 2025 à la convention de participation prévoyance. C'est là donc la deuxième solution qui a été retenue et retenue également par l'avis
du comité social territorial CST. Donc le conseil municipal, enfin, avez-vous des questions? Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Alors, Donc, en l'absence de Rémi Klein, je prends ouais, la tu suite. prends la Rémi, vu le cafouillage là. OK. Donc, création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'une activité au sein de la cuisine municipale. Donc là, il s'agit de la création d'un emploi non permanent qui résulte de la nécessité de recruter un agent contractuel pour venir en soutien à l'équipe, notamment pour assurer le conditionnement. Cette création est due à l'absence d'un agent pour congé maladie et qui se prolonge malheureusement. Donc il convient donc de créer un emploi non permanent à compter du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2025, à temps complet. Donc c'est pour faire face à l'offre et au service de la commune, dans le cadre de la cuisine municipale. Avez-vous des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. C'est au tour de Vanessa. Les délibérations 20. Non mais c'est vert quand c'est bon. Le bouton. J'ai pas dit. Ah, Voilà. ça y est. Bonsoir. Dans la même lignée que la délibération que vient de faire Jean-Yves, il y aura la délibération 20 et 21, une concernant le service éducation jeunesse et une concernant le service petite enfance. Donc en fait, l'intention là, c'est vraiment de créer des postes ouverts au plus large champ possible et variés, ce qui va nous éviter à chaque fois de revenir voter chaque mois de nouveaux postes avec sont établis de différentes conditions, de manière à pouvoir recruter vraiment, d'avoir des temps de réaction rapides. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a échappé à personne, le recrutement est compliqué, il y a beaucoup d'absences, autant sur le service petite enfance qu'éducation jeunesse. Alors par absence, hein, j'entends arrêt maladie, formation, projets divers et variés, ce qui fait que voilà, ces deux délibérations sont vraiment là pour simplifier la tâche et augmenter le temps de réaction. Donc, délibération numéro 20, dans le titre. J'ai bien aimé dans le titre de Jean-Yves. Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au sein du service éducation jeunesse. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va ouvrir un poste, étendre un poste en fait de manière beaucoup plus large afin de pouvoir recruter en permanence. Il convient donc de créer un emploi non permanent d'agent d'entretien à compter du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, à temps complet, au grade d'adjoint technique avec une rémunération calculée par référence à l'indice majoré 366. Y a-t-il des questions? Des contre? Ok. Donc on votait à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc délibération 21, c'est la même chose en fait. C'est pas le même service. Donc il convient donc de créer un emploi non permanent d'assistant d'accueil petite enfance ouvert à compter du 1er novembre 2024 pour une année à temps complet au grade d'agent social ou auxiliaire de puériculture selon le diplôme avec une rémunération calculée par référence à l'indice majoré 366 à 373. Des questions? Des abstentions? Des contre? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Donc voilà, il s'agit d'élargir un peu le cadre d'emploi. Vous savez que c'est très normé dans la fonction publique pour qu'on ait un cadre assez large, qu'on puisse recruter des gens avec des qualifications qui puissent satisfaire sur les deux, c'est le même principe, sur les deux services, éducation jeunesse et petite enfance. Merci Vanessa. On continue avec Jean-Yves pour concernant le service des sports.
Oui, donc création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au sein du service des sports. Donc là, c'est en attente d'un recrutement d'un nouveau maître nageur pour remplacement d'un départ à la retraite. Donc ce recrutement est en cours et devrait normalement être effectif au 1er janvier 2025. Donc il est précisé que la création de cet emploi est non permanent et donc il convient de créer cet emploi de maître nageur sauveteur à partir du 1er novembre 2024 au 22 décembre 2024. Voilà, c'est un contrat court. Avez-vous des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. À noter qu'il y a des chances, donc on fermera la piscine pour la période hivernale un peu plus longuement que l'année dernière, c'est possible, parce qu'on aura probablement les travaux pour la pataugeoire intérieure. Tout à fait. Merci Jean-Yves. Ouais, ça se présente bien, mais bon, tant qu'on n'a pas fini, on va dire. Hein. On aura le calendrier de travaux, ouais. Bon, on reviendra vers le conseil pour présenter tout ça. Donc, la délibération numéro 23, c'est Vanessa qui va la faire. Donc, Sandra, tu modifies hein, au niveau du rapporteur à sa demande. Non, c'est un travail d'équipe, Jean-Yves. Vas-y. On fait en binôme, si tu veux. Donc, 3 temps dans cette délibération. Premier temps, des modifications de poste inférieures à 10%, que vous pouvez voir dans le tableau présenté dans cette délibération. Donc, 3 postes. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je les détaille. C'est bon? Ça va? Donc, voilà. Donc, tout ça s'est passé en CST. Deuxième temps, les modifications de poste supérieures à 10%. Donc, on va supprimer 3 postes qui sont tous en temps partiel pour en créer 2 autres. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche, en fait, après avoir bien travaillé et analysé le fonctionnement du service éducation jeunesse. Quand on fait le point, en gros, entre les heures supplémentaires et les petits détails, on va dire, un peu bizarres, du coup, on arrive à supprimer ces 3 postes pour en faire deux un petit peu plus conséquents. On espère également, du coup, les rendre aussi plus attractifs pour le recrutement. Et le 3e temps, c'est l'école de musique, que je vais lire, du coup, parce que l'école de musique, je la maîtrise moins bien. Donc, dans le cadre d'une nouvelle répartition des cours de formation musicale et d'orchestre, on va donc partir également sur une suppression de postes permanents en temps non complet pour en créer un nouveau avec un temps, du coup, inférieur au cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistiques et territoriaux. Avez-vous des questions? Toujours pas? Bien. Du coup, y a-t-il des contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Vanessa. Allez, avant-dernière délibération pour Jean Fontaine qui concerne les travaux, le chemin de la Rare qui vont pas tarder à démarrer. Alors, précédemment, nous avons délibéré pour financer les travaux d'eau, d'assainissement, de surface de voirie. Et maintenant, je vous propose une convention pour les réseaux secs et le plan de financement du chemin, c'est avec le CIAN. Donc, c'est classique. Donc, le CIAN, pour ces travaux-là, ce sont des travaux de réseaux secs qui sont environ 242 000 euros. La participation financière de la commune est de 163 000 euros, auxquels s'ajoutent les frais généraux, comme on verse à chaque fois avec les travaux du CIAN, qui s'élèvent à 7 250 euros. Voilà, donc ce sont des travaux qui sont programmés. On a eu une réunion de lancement de chantier cette semaine même. De mémoire, effectivement, le chantier commencera le 18 novembre prochain pour une durée de 8 mois. Chantier un petit peu compliqué à organiser en 3 étapes, 3 phasages. Et cela devrait théoriquement bien se passer. Voilà. Y a-t-il des questions pour cette délib?
Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, unanimité. Merci. Ouais, un chantier contraint avec peu d'espace, voilà, des riverains raccordés, c'est sûr que ça va être un peu technique, mais bon, l'entreprise a bien saisi le dossier. Ça devrait rouler. Allez, on est sur la délibération. Donc, Christelle va rapporter. Sandra, il faut le modifier aussi. C'est la 25 à la place de Rémi, vu qu'il n'est pas là. Concernant l'application de la loi AGEC et sur les emplois de boîtes réutilisables pour le portage à domicile. Oui, dans donc le cadre de la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc, dite loi AGEC, c'est comme ça qu'on la connaît. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été fait par Citeo et Adelph, donc, qui sont des éco-organismes qui collectent de l'argent auprès de metteurs sur le marché, notamment les metteurs, ceux qui mettent sur le marché des emballages. Et ensuite, ils redistribuent cet argent aux collectivités pour essayer de limiter ces emballages. Donc, il y a eu cet appel à manifestation d'intérêt pour utiliser des contenants réutilisables dans le cadre du portage à domicile. Donc, la commune de Passy et la commune de Saint-Gervier, ainsi que le CITOM, ont décidé de répondre à cet appel à projet. Donc, la commune de Passy et la commune de Chamonix ont tous les deux un service de portage, toutes les deux un service de portage à domicile. Et le CITOM est là en soutien, en fait, technique. C'est Chamonix, oui, Chamonix. Non. C'est pour me faire bien voir. Et donc, il y a une phase test qui a été mise en place sur les communes de Passy et de Chamonix du 21 octobre au 8 novembre pour 6 bénéficiaires pour commencer. Et donc, il y a eu des frais qui ont été engagés, notamment pour les contenants et pour le lavage de ces contenants. Donc, le but de cette convention, c'est de pouvoir faire une demande d'aide financière auprès de Citeo et d'Adelph avec un montant, un plafond, un montant maximum de dépenses de 15 278 € hors taxe. Le CITOM sera l'organisme qui va recevoir l'aide financière et ensuite il redistribuera à chacune des communes à hauteur des frais engagés. Ça a été un gros travail, en tous les cas, qui a été très intéressant. Donc, la commune de Passy a fait test plutôt sur notamment de la mise sous vide, sur du lavage. La commune de Chamonix a plutôt testé comment faire le transport en fait de ces au niveau des adhérents. C'était 6 bénéficiaires qui étaient volontaires et normalement c'est l'IME qui devrait faire le lavage. Donc c'est un projet qui est très intéressant en plus parce qu'on va essayer d'intégrer dans ce projet des personnes handicapés en fait, et on va même essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire de les emmener voir les bénéficiaires aussi. Donc d'aller vraiment qu'ils suivent la démarche jusqu'au bout et qu'ils comprennent pourquoi ils doivent laver ces contenants. Donc c'est vraiment un projet, comme dirait Vanessa, c'est un chouette projet. Voilà, est-ce que vous avez des questions concernant cette convention que l'on passe entre la commune de Chamonix, le CITOM et la commune de Passy? Non, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions, donc à l'unanimité, merci. Merci Christelle. Puis bon, c'est toi qui as eu l'idée de profiter de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc ouais, il y a eu un beau boulot qui a été fait. Et c'est un projet complet qui va au-delà du service parce qu'on voit qu'il y a une dimension humaine et sociale qui est importante. Ça va Véronique? Allez, dernière délibération. Normalement, on est bon, hein, c'est pas encore l'heure du granit là. Donc, délibération concernant les panneaux de sentier comme. Oui, CCPMB, communauté de communes du pays du Mont-Blanc. Donc, il me semble que ce serait une délibération qui aurait dû être dite par notre vice-président dans la Comcom ici présent. Mais bon, il m'a laissé le pouvoir. Convention constitutive de groupement de commandes entre le CCPMB et ses communes membres pour les commandes de fourniture de la signalétique et des sentiers. Donc c'est une délibération pour accord de principe. Hein. Donc dans le cadre de la signalétique des sentiers de montagne, aujourd'hui nous passons nos commandes à la Comcom qui ensuite passe les commandes aux prestataires. Donc tout ça, ça fait du temps de passer, d'y perdre. Donc afin d'optimiser et de mieux maîtriser
l'acquisition des commandes, de ces commandes, il est proposé de constituer un groupement de commandes qui permettra aux communes de traiter directement avec le prestataire retenu. Donc un gain de temps en ne sollicitant plus la Comcom. Donc là, il s'agit juste d'approuver le principe de création de la participation à un groupement de commandes. Avez-vous des questions? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Alors, comme je l'ai présenté à la Comcom pour le compte d'un vice-président qui n'était pas là, je connaissais le dossier, mais bon, comme c'est toi qui es en charge du dossier, tu as présenté ça brillamment. Effectivement, la Comcom faisait un peu le office de boîte à lettres et ça faisait beaucoup d'administratifs et de temps perdu. Ouais, non, ça se voit, ça se voit. Donc là, ça sera plus efficace. Donc le titulaire du groupement de commandes, après, les communes seront en relation directe avec. Et puis Passy, on a quand même un très très beau réseau de sentiers qui est bien entretenu. On fait du renouvellement régulièrement, donc on est des bons clients entre guillemets, en soulignant qu'il y a quand même une aide du département sur cette signalétique qui est harmonisée. Voilà, donc ça devrait encore ça devrait faciliter les choses. Juste, je rappelle, parce que ça me plaît de le rappeler, hein, nous avons 400 km de sentiers à la commune de Passy. Hein? Non, c'est sûr qu'on a un très très beau réseau et nous, il est très bien entretenu. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas partout alentour. On a voté ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, donc, l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions orales de l'opposition. Je vais vous lire les décisions du conseil municipal. Il y en a moins que l'autre fois. Rassure, décision du maire, merci Jean, rassurez-vous. Décision 162-24, donc elle concerne la station de Plenjou, les tarifs pour la saison 2024-2025. Décision 163, c'est une déclaration d'intention d'aliéner pour un bien, donc route des Outards, cadastré. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois parce que sinon on n'en sort plus. La décision 164, c'est encore une fois une DIA concernant un bien rue de la Couteta, un peu plus loin. La 165, c'est pour le chemin des Jutes. La 166, c'est pour la rue de la Centrale. La 167, c'est pour les Précatons. La 168, c'est pour rue du Faucigny. La 169, c'est pour 447 chemin du Cré-au-Prat, donc sur les hauteurs. La 170, c'est pour le chemin de Cran. La 171, c'est pour la rue du Faucigny. La 172, c'est pour l'impasse des Roches. 173 pour l'avenue Jacques-Arnaud au plateau d'Assy. La 174, sous les Bouans, le lieu dit sous Bouans. Donc, comme il y en a deux, je ne sais pas si c'est au Touvière ou si c'est au Plagne, mais je crois que c'est au Plagne, celui-ci. 175-24, les tarifs de la station de Plenjou, les tarifs préférentiels. Donc pour l'année 2024-2025, la décision 176, c'est une notification pour le marché conclu avec Maria, on en parlait tout à l'heure, pour l'AEP, création d'un réseau d'eau, d'enfouissement, il manque des lettres là. Création d'un réseau d'eau, parce que c'est réseau E, Sandra, il faudra compléter. Enfouissement des réseaux secs électricité, c'est ce que vient de présenter Jean. Donc, marché conclu avec la société Marias Frères de Mancy pour un montant de 448 000 € hors taxe. Notification pour le même type de marché concernant toujours réseau d'eau pour la Colas, concernant les revêtements pour 65 984,70 €. Décision 178, c'est la régie de recettes activités touristiques, donc c'est les secours sur piste, modification de l'article 4 du règlement des secours sur piste de la station. Décision 179, encore une DIA concernant le chemin des Bénons. Donc les DIA, c'est toutes les ventes qui ont lieu sur la commune de Passy, de terrains ou de bâtiments ou de logements qui nous sont remontés par les notaires et on décide d'acheter ou pas. La commune a un droit prioritaire, donc on l'a exercé à deux ou trois reprises depuis le début de mandat. Et bien entendu, le but, c'est pas de tout acheter comme il se doit. Il faut qu'il y ait une utilité derrière. C'est ce que l'on a fait notamment à l'époque avec la petite taverne dans la perspective du pôle enfance santé que l'on créera à Chède. Régie de recettes, je l'ai dit. La station de Plenjou, tarif village vacances Guébriand. La décision 181 également pour Guébriand
c'est une modification de la décision qui est précédente, c'est une modification des tarifs. Et donc, j'en ai terminé avec les décisions du maire. Donc, juste 4-5 informations rapidement. Donc, j'ai présenté la dernière fois la demande qu'on avait la sollicitation qu'on avait faite auprès de Grand Massif Domaine Skiable concernant l'occupation du domaine skiable de Flaine sur la commune de Passy. Donc, il nous a répondu favorablement par rapport à la proposition tarifaire qui était faite d'une redevance pour occupation précaire d'un montant de 22 000 euros et quelques. Donc, on leur proposera la future convention qui sera valable qu'un an prochainement, qu'on votera au prochain conseil. Juste, je ne sais pas si on l'a à l'écran, Godefroy, le nouveau site internet donc, qui est en ligne depuis 2 semaines au niveau de la municipalité. Donc, un site internet qui respecte bien entendu la nouvelle charte graphique et le logo qu'on a mis en place en 2021, avec une orientation résolument vers les usagers. Donc, 4 grandes rubriques. Mon quotidien, vous trouverez tout ce qui concerne la petite enfance, les seniors, la jeunesse, une partie découvrir Passy pour les nouveaux arrivants, toute une partie sur la solidarité et la santé, une partie transport et mobilité. On a vraiment voulu mettre en avant ce qui était existant sur le territoire en lien avec la Comcom, une partie environnement, propreté et une partie sécurité, une rubrique démarche. Qui est-ce qui bip là? Monsieur Cara. Non, mais Godefroy, il est en diapo, donc c'est pas la peine de le mettre. Ça marche. Ah, pour le derrière? Ouais. Une partie mes démarches, donc là, tout ce qui est carte d'identité, passeport, également ouverte aux associations. Les déclarations de meublé et de taxes de séjour pour les propriétaires bailleurs, les dossiers relatifs à l'urbanisme, par exemple. Une partie mes loisirs, où on retrouve la culture, le sport, les différents équipements de la commune, la vie associative. Et puis une partie municipalité qui, là, vous expose l'ensemble des élus municipaux, le conseil, le fonctionnement du conseil, les conseillers de secteur avec la carte, en fonction de là où habitent les élus, qui sont vos contacts directs si besoin, les actes administratifs qu'on est obligé de mettre en ligne, et puis le conseil municipal des enfants, bien entendu, incontournable, l'annuaire des services municipaux, une partie recrutement qui est assez courue en général, tout ce qui concerne les marchés publics, le budget de la ville, les indemnités des élus et puis les réalisations, donc une rubrique importante, et les projets, donc c'est une rubrique qui est assez importante. On est en train de mettre à jour au fur et à mesure, vous verrez, il y a des contenus qui arriveront progressivement. Et puis ce qui est intéressant sur le site, c'est qu'on a des accès directs, comme vous le voyez sur la page centrale, et le bouton signaler un problème qui vous envoie vers un formulaire qui, lui, sera redirigé directement vers le service que vous sélectionnerez. Donc une partie actualité qui est un peu en dessous. On les voit ou pas à l'écran finalement? Donc ça, c'est sur la deuxième diapo pour Godefroy. Une partie actualité et puis une carte interactive où là, vous pourrez choisir les différentes thématiques, à la fois les sites culturels, tout ce qui concerne la mobilité. Vous avez une carte. Alors, il faut laisser un peu charger parce que ça peut prendre un peu de temps pour les bornes de recharge électrique, par exemple, tout ce qui est mobilité, les équipements sportifs. Voilà. Donc le site est en ligne depuis 2 semaines à peu près. On a plutôt de bons et voire de très bons retours. Il mérite également d'évoluer. Donc on avait une problématique. On espère qu'elle sera résolue la semaine prochaine, parce que je pense que chacun a pu avoir le plaisir de recevoir sa facture d'assainissement dans la boîte à lettres cette semaine. Donc le paiement en ligne n'était encore pas effectif la semaine dernière. Donc ça, c'est la plateforme, c'est l'agence qui s'occupe de la plateforme web, qui doit connecter les modules de paiement avec le Trésor public. Donc, normalement, ça devrait être fait pour la semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est le site internet. Petit rappel, donc vendredi dernier, on a posé la première pierre de l'école municipale de musique et de danse. Donc, il y avait beaucoup de monde, les financeurs, le président du département, ses vice-présidents et vice-présidentes, la sénatrice conseillère régionale également, les enfants des classes musique du collège. Donc, c'était un moment sympa. On a eu de la chance, on a eu le soleil pile au bon moment l'après-midi. Donc voilà, on a gravé dans le marbre, si je puis dire. Donc on a déposé un parchemin avec un texte que j'avais rédigé par rapport à la création de cette école, pourquoi on a fait cette école, et les financeurs qui ont signé également donc 2 partitions de l'école de musique municipale, un morceau de Stravinsky qui a été créé ici au plateau d'Assy, et puis également de l'harmonie municipale. Fondateur de l'école de Père-Russell, fin 19e siècle. Non, elle a été créée en 1893, non? Non. Ah, c'est là. 1965. Ah non, mais alors, dans l'école de musique, c'est quoi? Non, elle est l'harmonie. Ah ouais, non, excuse-moi, c'est moi qui ai confondu, excuse-moi. Heureusement que tu es là.
Et puis, donc, une petite info concernant la petite enfance pendant qu'elle se marre, Vanessa. Non, mais je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on a une nouveau des places supplémentaires pour graines de malice au niveau de la Périsco au plateau d'Assis, qu'on a eu une embauche. Oui, éducation jeunesse, excuse-moi, décidément. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'on a des places supplémentaires. On avait dû réduire un peu la voilure au mois de septembre. Et là, grâce à l'embauche d'un animateur, eh ben, on peut de nouveau atteindre les 38 places pour les plus de 6 ans. Donc, il y avait des gens sur les attentes. Donc, on pourra les accueillir dès le 4 novembre. Ce n'est pas effectif, mais dès la rentrée. Voilà. Et puis, une dernière info sur les réunions publiques du deuxième semestre 2024. Donc, les traditionnelles réunions publiques que l'on mène dans les villages et hameaux. Donc, Shed, donc on vous recommuniquera tout ça, hein, vous inquiétez pas, mais Shed, ça sera le 29 novembre, Marlioz le 3 décembre, le plateau d'Assis, ça sera le 6 décembre, le chef-lieu le 10 décembre et l'abbaye à l'école de l'abbaye, donc le 13 décembre. Voilà. C'est toujours 19h, hein, les réunions publiques, donc il est justement 20h48. Je clôt le conseil municipal, je vous invite à vous rapprocher pour partager le verre de l'amitié. Bonne soirée.